Salut la gang! Aujourd'hui, je rencontre quelqu'un qui est dans le mystère. Il va même être masqué pendant qu'on se rencontre. Son nom, c'est 44. C'est sûrement d'autres choses, mais c'est celui-là qui m'a donné. Vous voulez voir ça. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Content d'être là. Là, je vois que tu portes un masque. Comment tu veux que je t'appelle? C44. C'est 44. C'est le nom de l'auteur. OK. Pourquoi c'est 44? C'est le nom du matricule qu'ils m'ont donné à la GRC. OK. C4466, c'est le matricule que j'avais pour l'opération. Donc, j'ai gardé C44 pour le livre. Tu parles de quoi dans ton livre? Raymond Desfossés. Maintenant qu'il est décédé, je le nomme. Dans le livre, je le nomme pas. Je l'ai jamais nommé, mais il y a tellement d'indices que tout le monde peut découvrir facilement c'est qui. Et c'est, selon beaucoup de gens, un des gars qui a été les plus importants importateurs, mais aussi leader du monde criminel québécois. La guerre des motards, c'est la guerre entre Raymond Desfossés et Mom Boucher. Ça arrête là. Après ça, c'est devenu la guerre des motards, mais l'initiale de la guerre, c'est Raymond et Mom. Personne ne sait ça. Pourquoi qu'on sait pas ça? Parce que ça n'a pas été dit, parce que c'était des choses inconnues. Raymond a toujours été le gars le plus mystérieux. Lui, il n'en voulait pas de publicité. Il n'avait pas d'ego, il avait du caractère, il a tué du monde. Personnellement, peut-être pas, mais il a donné des contrats, il a plaidé coupable dans l'affaire de Galland. Et il ne voulait pas être connu, il ne l'était pas. Juste du milieu. Dans le milieu, tout le monde le connaissait. La police a fait 2 opérations pour l'arrêter. Ils ont floppé la première, ils l'ont arrêté, ils n'en ont jamais parlé. Il n'y a jamais rien qui est sorti sur Raymond. 1, il était trop fin, tout le monde l'aimait, son surnom c'était le Gentleman. Puis 2, il n'était pas connu. Il voulait ça comme ça. C'était une organisation inconnue. Oui, mais il était connu des policiers. Des policiers et des criminels. Pas de OK. criminels qui ne savent pas son nom. Donc, lui, il était affilié au Hells, au Rock Machine, à Mafia? Il était dans les 4 familles les plus grosses de l'importation, mais pendant un temps, le plus gros importateur, c'était lui. Et lui, il fournissait tout le monde. Les Rock Machine, les Hells Angels, les Italiens, les Dubois. Ça part de loin, ça part de Dooney Ryan. C'est un peu l'histoire que je fais dans le livre. Ça part du gang de l'Ouest. Le West End Gang, les Irish, ça part d'eux autres. Et eux autres, quand Dooney est décédé, c'est Alan Ross qui a repris. Puis Alan Ross, c'était le chum. C'est lui qui a recruté Raymond. Et de là, Alan Ross, il est passé aux États-Unis, il s'est retiré tranquillement, puis il a laissé Raymond contrôler le Québec et le Canada. Pourquoi tu le nommes pas dans ton livre? Bien, il était vivant et j'ai tout fait tout seul. J'ai pas d'éditeur, j'ai tout fait tout seul. Ma première idée, c'est j'y vais sur le mystère. C'est 44. Je nomme pas mon nom. Raymond, il a mis 1 million sur ma tête quand il s'est fait arrêter. C'était moi qui étais l'agent à source. Donc, je voulais pas être connu. J'habite plus au Canada. Je reste avec mon anonymité. Mais je me suis dit, A1, l'invisible, c'est un bon titre. Je reste dans le mystère. Donc, qui est A1? Qui est C44? Vous allez le trouver dans le livre. 500 pages, c'est du bonbon. 4 sur 7 étoiles sur Amazon. Le monde l'aime. C'est un page-turner, puis tout est là. Je comprends, mais si tu connais pas le milieu, tu peux pas faire le lien avec Raymond Desfossés. Bien, il y a eu quand même des histoires qui sont sorties. Le roi de la coke, le caïd de Trois-Rivières, c'est tous des titres de journaux qui sont sortis. Il a été connu. Il a fait un char. Personne ne le sait. La Raid-F. Raymond Desfossés, la Raid-F, Salon de l'Auto de 1990, il est là. Ouais, je comprends. Ça fait que lui, excuse-moi, là, tu m'as comme détimé, là. Fait qu'il a été constructeur automobile. Il en a fait une. Mais il était, au départ, dans le début de son blanchiment d'argent du crime, il était carrossier à Trois-Rivières. Il y avait une shop de carrosserie. Et de là, c'est un gars qui a le pied pesant, il connaît l'automobile, il s'est dit, on va en faire une. Il s'est dit, on va en faire une parce qu'il y avait trop d'argent. À un moment donné, il y a eu ce problème-là. Il y a quelques familles à Montréal qui ont eu le problème. Qu'est-ce qu'on fait comme dans un certain film? Il y avait trop d'argent noir. Noir. Fait que là, il fallait qu'il trouve des façons de la dépenser. Exact. Toi, tu l'as connu en quelle année? Il m'a été présenté en 95.
mais c'est en 2000 qu'il m'a téléphoné pour que j'aille l'aider, travailler avec lui, travailler pour lui. Fait que la guerre de motards en 2000, on est pas mal sur la fin, là. La première trêve de la guerre des motards est arrivée en 2001. Moi, j'ai reconduit Raymond à aller rencontrer Crow, à l'époque, qui était le chef des Hells, pour les premières discussions de trêve. C'est quand Raymond est revenu des États-Unis. OK. Puis là, qui était présent? T'étais-tu présent? Non, là, j'étais pas présent. Je l'ai débarqué à la porte. C'était au... C'était à Montréal, ça? Oui, à Montréal, sur de la gauchetière. Là, t'avais des leaders des Rock Machines, les leaders Non, des... il y avait Crow. Ben, peut-être, mais non, il me semble que c'est juste... le lendemain, quand il m'en a parlé, moi, j'ai été le reconduire. Le lendemain, il m'a raconté une anecdote. Je pourrais te conter si tu veux. Et le meeting, c'était 2 personnes. C'était lui et Crow. Puis dans ces meetings-là, qui sont d'habitude secrets et tout ça, il ne peut pas avoir d'autres membres en règle, il ne peut pas avoir de Hells, il ne peut pas avoir de hang-around, n'importe quoi. Il passe dans le lobby de l'hôtel, il descend, puis il allait monter à la chambre. Lui, il savait où il s'en allait. Et il voit du coin de l'œil dans le bar, il y avait... Sasquatch était là, un gros monsieur. Et... C'est-tu Porter? C'est lui qui appelait Sasquatch? Je me souviens pas. Il aurait fallu que je... C'est pas l'Ontarien, ça? Oui, c'est l'Ontarien. Oui, c'est ça, hein? Puis Raymond, il rentre dans le bar, puis il s'en va le voir, il dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Vous n'êtes pas supposé être là. C'est une trappe? Qu'est-ce qui se passe? » Raymond était pas grand, pas gros, mais il n'y a rien qui l'arrêtait. Puis il s'est battu souvent dans sa vie. Ça a été un batailleur de rue quand il était jeune. Il est allé le confronter en pleine face. Puis le gros Sasquatch, il dit « Non, monsieur Desfossés, je suis là pour vous faire le message. Là. Il fallait que je vous surveille. » Il était en retard. Il y a eu un problème parce qu'il arrivait des îles. Parce que moi, je me souviens, il y avait eu dans les journaux, je ne sais pas si c'était le Photopolis ou Journal de Québec ou de Montréal, une photo qui avait passé où il y avait eu un meeting, probablement dans le procès, là, oui. Puis que tu avais une photo des dirigeants, des Hells, des Rock Machines qui avaient eu lieu. Au restaurant. C'était au restaurant, c'est oui, ça. Ça, c'est pas cette rencontre-là. Chinois. Non, ça a suivi. C'est une rencontre qui a suivi. T'étais-tu présent là? Non. J'ai jamais été présent. Vraiment, moi, j'étais un sous-fifre. J'étais vraiment là. J'avais une job pour lui. Au départ, moi, j'étais dans la fraude à ce moment-là et je faisais des faux papiers pour lui. OK, fait que toi, dans son entourage, ton rôle, c'est de faire des faux papiers. Oui. C'est quoi tu fais comme faux papiers? Permis de conduire, des pièces d'identité. Lui, quand il est revenu, il se fait arrêter en 92 pour meurtre aux États-Unis, meurtre d'un informateur. Et en 92, quand il se fait arrêter, sur la rue, tout le monde, les 3 premiers jours, là, il s'en va sur la chaise électrique. Meurtre d'un informateur en Floride, c'est la chaise. Fait que là, tout le monde dit, il est parti. C'est là où Mom, il s'est dit, si le petit est plus là, c'est un autre de ses surnoms, le petit, si le petit est plus là, je prends le contrôle. Il avait grossi, il était rendu le chef des Rockers. C'est là qu'il a vu son opportunité. Il est allé voir le bras droit de... Ça, c'est la meilleure anecdote. Il est allé voir le bras droit de Raymond. Il a fait des menaces. Il a dit, tu vas me donner tous tes contacts. Tu vas me donner... C'était qui, son bras droit? BF. BF? Louis-Jacques Deschaines. OK. Un homme ennemi, ça aussi. Tout petit, il est gros comme moi, Louis-Jacques. Mais il a des places. Fait que Raymond Desfossés, c'était le plus gros importateur de drogue à cette époque-là. Dans la suite du Gang de l'Ouest. Le Gang de l'Ouest, quand Alan Ross est passé en cours aux États-Unis, le FBI, en Floride, il s'est fait arrêter pour importation. 5e plus gros importateur en Amérique du Nord. Alan Ross, le Gang de l'Ouest. Des tonnes. La charge, c'était des centaines de tonnes. Mais toi, à travers tout ça, là, c'est leur activité, mais tu gravites pas autour de ça. Là. Non. Moi, puis quand j'ai rencontré Raymond, je savais même pas. Tout était louche. Je l'ai déjà vu avec les cheveux teints, il avait les cheveux mauves, mais je savais pas que c'était lui la guerre. J'ai vu toutes les années 90, c'est les années où j'ai été un criminel dans la ville de Montréal, petit bum, voleur de timbres, des petites choses, et de la fraude. J'avais des faux papiers, j'étais bon en informatique. C'est moi qui faisais à peu près beaucoup de choses. Et tout ce temps-là, j'ai vu la guerre se passer, j'ai connu un Hells à Québec, j'ai connu des Rock Machines. On faisait appel à moi pour des services des fois. Et j'ai été présenté à Raymond pendant que j'étais appartenait, que lui aussi était appartenait. Et en 2000, il m'appelle parce qu'il savait qui j'étais.
Je ne sais même pas comment il a eu mon numéro quand il m'a appelé en 2000. J'étais le premier surpris. Je l'ai rencontré. Puis de là, je ne l'ai pas lâché jusqu'en 2004. Fait que de 2000 à 2004, tu es devenu son chum. Chum. Tu as été recruté quand par la GRC? 2003. OK, ça s'est passé... C'est un long processus, le recrutement. Là. Ça, c'est dans le prochain livre. Mais effectivement, en 2003, ils m'ont vu. En 2002, j'ai remplacé Raymond. Il y a eu Printemps 2001. Printemps 2001, c'est une centaine de mandats d'arrestation. Oui. La GRC ramasse les Hells. Avril, plus ou moins, 2002, sur la rue, la gang de bombes puis de criminels, on se fait dire, Raymond se fait dire, ils viennent de lever 150 mandats, on ne sait pas contre qui. Il y a un avocat qui a sorti la nouvelle, qui avait 150 mandats de lever, on ne sait pas contre qui. Il m'a appelé, il était 6 heures du matin, je le rencontre, il m'a fait faire toute la journée, j'ai acheté un téléphone pour lui, un téléphone pour moi, d'autres téléphones pour donner à ses associés, puis le soir, il était dans l'avion. Moi, il m'a laissé là pendant 7 semaines, il dit... Ces gars-là que je t'ai présentés, tu ramasses l'argent, tu leur livres s'il y a des choses à livrer. S'il y en a un qui a de la coke, tu la distribues. Je faisais ses affaires à lui pendant 7 semaines. À ce moment-là, tu n'es pas encore un agent source pour le GRC. Non. Et c'est là qu'ils m'ont découvert. Parce que quand j'ai parlé à tout ce monde-là, ces 7 semaines-là, là, je suis devenu connu au sein de la GRC. Là, tu avais pris le contrôle. Pas le contrôle. Il m'avait donné le mandat de le remplacer. Ça te donnait-tu du pouvoir décisionnel ou tu faisais juste faire les commissions? Je faisais les commissions. Okay. La réalité de la chose, là, oui, j'ai pris des décisions, mais je n'avais pas de pouvoir décisionnel. Je savais... Le livre, c'est toute l'enquête que j'ai faite et tout ce que j'ai découvert par la police après. J'en ai découvert, j'ai tout su après. L'histoire du gang de l'Ouest, l'histoire de Raymond, le meurtre en Floride, tout ça, j'ai su ça par des enquêteurs qui m'ont parlé. Fait que c'est pas la... À ce moment-là, je savais qui était Raymond Desfossés, mais je savais pas... Qu'est-ce qu'il faisait? Les tenants et aboutissants de la guerre. Je savais pas pourquoi il était en guerre. C'est un gars que tout le monde respectait, tout le monde aimait. Je la comprenais pas. Le processus là, de recrutement, ça s'est fait comment? Ils t'ont approché comment au début? Je me fais appeler sur mon cellulaire. On aurait besoin de vous voir à la Sûreté du Québec à Partenay pour un dossier de fraude. Vous n'êtes pas en accusation, vous n'êtes pas en état d'arrestation, vous êtes libre de venir. On veut vous parler. Je me rends là, je rentre, 2 enquêteurs. Puis là, ils me parlent d'une niaiserie d'appartement à louer Saint-Faunon. Ils s'en vont. Ils me disent, bon, c'est beau, ferme leur livre. Bouge pas, reste assis 2 secondes. 2 autres gars rentrent. Puis là, ces 2 gars-là, ils me disent, nous autres, on ramasse Raymond. Au printemps prochain ou plus tard, on passe la gratte. Soit que tu es assis avec nous, puis tu chauffes la gratte, soit que tu es dans la gratte, puis tu montes pour longtemps en prison. Fait que là, ils sont venus me semer la graine de « veux-tu travailler pour nous ?» Et ce que je ne savais pas à l'époque, ils l'ont semé à bien du monde. Fait que là, on est en compétition, mais personne ne le sait. OK, fait qu'eux autres se cherchent quelqu'un pour les aider. Oui. Toi, tu le sais pas à ce moment-là. Bien, je sais qu'ils veulent ramasser Raymond. Oui, là, tu le sais parce qu'ils viennent te le dire. C'est ça. Mais au niveau de la perspective de faire du temps, c'est quoi qui te fait peur? Non. Quand ils m'ont dit ça, c'est un réflexe, j'imagine, des criminels. Ils n'ont rien sur moi. Je n'ai pas fait grand-chose tant que ça. Dans les 7 semaines, j'ai collecté 285 000 à Raymond, de l'argent sur la rue. C'est pas un crime, ramasser de l'argent. J'ai distribué un petit peu de coke. Elle n'était pas beaucoup présente, elle n'était pas en abondance. Ça, c'est un crime, de l'argent, Oui. de l'argent sale. Oui, mais tu ne montes pas un gars pour 14 ans pour ça. Là. On connaît la game avec un bon avocat et tout ça. On s'imagine, un an ou 2, c'est pas... J'ai eu 4 sentences, fait que c'était pas quelque chose qui me faisait peur. Par contre, de mon enfance, de tout ça, les 12 ans que j'ai passés dans le crime... Je dirais jamais que j'étais malheureux. J'étais pas malheureux, mais j'étais pas bien. J'étais pas où je voulais être. J'aurais voulu avoir des commerces. J'étais un entrepreneur. J'ai parti des business. Mais là, je le faisais sans payer d'impôts, sans rien. Je m'imaginais que ça allait plus vite. On a fait des flips immobiliers. J'ai fait un paquet d'affaires légales qui étaient pas... qui étaient semi-légales. On faussait les livres. On faisait des choses comme ça. On allait plus vite. Mais... On appelle faire de l'argent vite. Toi, ce que tu voulais, là, c'est de faire des coups d'argent puis que ça se fasse vite. Généralement, initialement, non. Un entrepreneur... c'est pas ça que j'aurais voulu. Ce que j'aurais voulu dans la vie, c'est monter une business tranquillement, travailler, mais à ce moment-là, c'est ce que je faisais. Oui, j'ai compris que c'est ça que tu voulais, mais c'est pas ça que tu as fait. Non. Donc,
entre ce que tu voulais puis ce que tu étais prêt à faire, il y avait quand même une différence. Exact. Oh, il y avait une marge, je l'assume. Des fois, je pense à dire à des parents quoi faire pour que mon fils tombe dans ça. D'après moi, les fréquentations. Mais il faut qu'il y ait une graine dans le fils aussi, là. Moi, il y avait une partie de moi qui acceptait de faire des choses illégales. J'en connais du monde, moi, que... Ben non, franchement, je ferais jamais ça. Mais sais-tu que tes premières choses illégales, c'était relié à de la... comme faussaire, donc de faire des faux papiers, ça, tu étais ça dès le début? Ça a Non, commencé comment? j'ai prêté de l'argent, une carte de crédit à quelqu'un, il a monté un gros bill, puis le gars, c'était un gars qui avait déjà fait une caisse sur le gun, puis tout ça, puis j'ai dit, ben tu vas voler pour me payer. Il volait pas, puis j'étais un receleur. Au départ, là, j'étais plus dans l'achat puis la vente, bijoux, diamants, recel de vidéos, du recel. Puis j'avais un gros acheteur de timbres à Toronto. Fait que j'ai dit, tu vas faire des bureaux de poste, puis tu vas me donner les timbres, puis je vais payer ma dette. Oh, mais t'as pas commencé à cette hauteur-là, là, ça a dû commencer plus petit. Tu sais, quand t'es rendu que tu fais du recel, bijoux... Le recel, c'est le début. Ouais. C'est le début des petites affaires. Là, j'avais un chum qui achetait des bijoux, puis là, j'ai connu du monde, puis me tenait avec du mauvais monde, du monde qui... Hey, on a fait une cabane hier, j'ai des bijoux à vendre. Donne-moi ça, puis je vais te les prendre. Puis j'étais toujours respecté parce que je payais plus ou mieux. J'arnaquais pas les gars, je lui donnais ce que ça valait, puis je me prenais mon profit. Je vois du monde, des acheteurs d'or, puis ils donnent 5 cents. C'est pas... Fait que... Là, tu t'es fait arrêter à un moment donné? Bureau de poste. Fait que je suis allé avec lui. Lui, il le faisait pas. C'était un drogué. Il connaissait pas ça. Moi, j'ai jamais pris de drogue. Fumé du hash, du pot une couple de fois, mais pas plus. Ça me fait pas. J'aime le vin, puis c'est tout. Fait que là, avec ce gars-là, il y allait pas. Ma dette, elle courait. J'ai dit, je vais y aller avec toi. Je vais te montrer comment ça se fait. Je me suis mis à lire comment on ouvre un coffre-fort. J'aurais eu besoin de gros bras dans ce temps-là parce que c'est de l'ouvrage, ouvrir un coffre au ciseau à frette. Puis à ce moment-là, ben, j'ai été avec lui. Puis après le deuxième ou peut-être le troisième, lui était sous enquête pour le hold-up justement de la caisse qu'il avait faite. On était jeunes, on avait 30 ans, ben, pas si jeunes, 28, 30 ans. Puis il a été mis sous écoute. Puis ils ont vu que c'était nous autres qui faisaient les bureaux de poste. Puis en sortant à 2 heures du matin, en sortant d'un bureau de poste, toutes les chars de police étaient là. Première sentence. Ouvrir un coffre, tu trouves l'information où? Ben, tu lis, c'est fait comment un coffre? Il y a de la lecture sur comment faire les coffres forts, puis toutes les marques de coffres forts, le Il mécanisme. t'explique comment faire. Pas pour l'ouvrir, mais il t'explique comment c'est fait à l'intérieur. La première plaque est plus épaisse, la deuxième interne est plus mince, et en dedans, il y a du béton. Là, c'est quoi? Vous le coupez? C'est comment Au ciseau à frette, on se descend une ligne. Dans le côté, une autre ligne. On plie la tôle, on défait le ciment, puis après ça, on est en dedans. Il reste une petite tôle, mais c'est de la tôle. C'est quoi le plus gros coup que vous avez fait? Oh! Le plus gros manqué ou le plus gros fait? Un bureau de poste, il y a 25 000... je ne saurais pas l'endroit, mais c'est sur la rive sud de Québec, on va dire. Il y avait 25 000 de timbres. Début des mandats poste, il y en avait beaucoup. Fait que c'était pas de l'argent, c'était des timbres. Vous vendiez des timbres. Oui, oui. À l'époque, tout se faisait, toutes tes assurances, ton bill de téléphone, tout rentrait avec un timbre. Fait que, à cette époque-là, il y avait des grosses compagnies qui achetaient ça, puis à 50 cents dans la pièce, c'est pas mal mieux. Tu donnais 50 cents dans la pièce? Non, moi, j'avais 70. 70? Oui. Quand même. Oui. Mais là, il faut que tu aies un réseau pour ça. Exact. Ben, j'avais un acheteur qui m'avait été présenté par quelqu'un qui était déjà dans ça. Fait que j'avais cet acheteur-là qui faisait que... Ça faisait des longs voyages, j'étais à Toronto. Mais après ça, ben, ça a changé puis tout ça. Mais... Là, on va se dire 25 000 là, tu vas pas loin avec ça. Puis quand t'es 2 ou 3, ça coupe. Fait combien de temps? Mais... Votre fréquence, c'était quoi? Un coffre par mois? Un coffre aux 2-3 semaines? C'est dur à qualifier comme ça, mais ça tombait aux 2 semaines. Mais quand tu es dans ce monde-là, puis j'ai connu Bébé Tessier, mais c'est plus tard. Bébé Tessier, c'est le gars qui m'a présenté Raymond Desfossés. Lui, c'est tous les soirs. Il se promène. Puis tous les soirs? Tous les soirs, il regarde. Mais lui, c'est à 5 heures qu'il vole. Quand le commerçant sort, lui, il rouvre la serrure avec des pics.
Il rentre, il prend le fond de caisse, puis il s'en va. Il fait 300$, mais à tous les jours. Et un paquet de choses, là, des affaires de voleurs, là, une des choses les plus payantes à voler, c'est des magasins de lingerie. T'en mets en titi du stock dans un sac de poubelle. C'est que finalement, là, tout est propice à faire de l'argent. Exact. On va revenir. Quand que la GRC te rencontre, tu vas les rencontrer à Partenay et te dit ça, c'était quoi ta réaction? Sur le coup, rien. Par contre, ce qui est révélateur, c'est que je sors de là et le lendemain matin, j'avais dit à Raymond, ils veulent me voir pour une affaire de fraude et tout ça. Ils m'appellent, puis c'est là que j'aurais eu la chance de dire c'était la GRC, puis ils m'ont dit je savais pas que c'était la GRC. Les deux deuxièmes qui sont rentrés, c'était la GRC, mais j'étais au poste de la SQ. Puis c'était une escouade régionale mixte, donc tout était possible. Et j'ai menti, j'ai dit la vérité pour les deux premiers qui m'ont enquêté pour une affaire d'appartement à louer Saint-Faux non, qui ne relevait pas de lui, parce que lui, il m'a fait louer des appartements, Raymond, pour faire des caches d'armes, des caches d'argent, des caches de ses hommes. Fait à Montréal, j'ai loué plusieurs appartements. Sous ton nom? Non, sous des faux noms, mais sous mon visage. OK. Mon visage, des faux noms. Et là, j'y donnais les clés. Lui, il me donnait l'argent. On le payait pour 6 mois ou pour 1 an. Fait que lui, c'était un endroit où il pouvait aller, que personne ne savait qu'il existait. Il y avait juste moi qui savais que cet endroit-là existait. Fait que lui, il pouvait cacher les choses qu'il voulait là, lui-même se cacher, ou ses hommes. C'est pour ça que tu portes un masque? Parce qu'il y a des gens qui t'ont quand même connu? Oh, exact. J'habite plus au Canada. J'ai pas été si connu, mais effectivement, Hells, Rock Machine, je suis pas tendre envers les Hells. De nos jours, honnêtement, là, si je veux être honnête, là, sont beaucoup moins pires. Les deux boss qui sont là, Robert, puis c'est des hommes d'affaires, ils sont du calibre de Raymond. Mais à l'époque, le Mom Boucher et la guerre qu'il y a eu, 164 morts, les équipes de baseball, je sais pas si ça te parle, là, mais les équipes de baseball, c'était des Hells qui rentraient dans les piqueries et qui battaient du monde. Baseball et football. En tout cas, c'était pas fort. Là, tu dis qu'ils sont plus des gentlemen. C'est qui les boss maintenant? Ce qu'on voit dans les journaux, Stéphane Robert, ils sont deux qu'on voit les noms là, régulièrement. Et il y a un gars qui est devenu délateur, qui a dit que 2017, ce serait logique, Raymond Desfossés aurait eu ses patchs. Dans ce que moi, je déduis, c'est qu'il y a finalement, il était malade, j'ai jamais su si c'était le cancer, mais là, il vient de décéder. Il était malade, Raymond, et il a donné tous ses contacts et sa façon de faire aux Hells. C'est pour ça qu'il aurait eu ses patchs et c'est pour ça que ces gars-là, aujourd'hui, c'est des hommes d'affaires qui veulent être oubliés. En ce moment, la petite guerre qui se livre, là, je l'ai dit il n'y a pas longtemps à un journaliste, j'ai dit, vous allez voir, là, ils vont recruter. C'est ce qu'on a vu dernièrement, Daniel Renaud, un article dans la presse, ils ont recruté dans les gangs de bicycle, dans les gangs les gangs de rue. Fait qu'ils vont recruter le top d'un gang de rue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de meurtre, mais ça ne lui passera pas sur le dos. Fait qu'ils sont en train de se remonter. Oh, ils vont être durs à tasser. S'ils sont passés au travers de Raymond, puis de la guerre, puis qu'ils sont restés là, c'est plus tassable. C'est ça, le crime organisé aujourd'hui, c'est les Hells. Là, tu dis à Raymond, finalement, tu lui dis pas la deuxième partie. Tu lui parles des histoires des appartements. Tu lui dis pas qu'ils veulent le pogner. Pourquoi tu l'as pas dit? Je voyais ma sortie. Comme j'ai dit tantôt, j'étais pas heureux dans ça. J'étais pas malheureux. J'ai bien vécu. J'ai jamais fait beaucoup d'argent, mais assez pour bien vivre. Mais tu sais, tu voyais ta sortie, ils t'ont pas rien offert à part dire soit tu nous aides ou soit tu pars. La façon, ça a duré 8-10 minutes. Là. Il y a des gros avantages si tu viens avec nous, puis tu pourrais t'en sortir avec de l'argent. Tu pourrais... Ils soupçonnaient, là, ils mettaient la graine d'un contrat. OK. Là, ils donnaient pas de détails, ils t'ont pas donné de montant, rien. Rien. Puis ça m'a joué... Aujourd'hui, sachant ce que je sais... Par contre, j'ai eu 40 % de plus que ce qu'ils m'ont offert. Au jour où on a commencé à parler de négociation, ils m'ont fait une offre, puis j'ai eu 40 % de plus à la fin. Combien qu'ils t'ont offert? Ils m'ont offert 350, puis j'ai eu 500. Fait qu'initialement, c'était 350 000. Ouais. Tu les as négociés comment? Comment qu'on négocie ça pour... L'insouciance, on va dire. Je suis pas mauvais négociateur, mais rendu
Ça a été long, ça a été un gros 6 mois, puis je m'ostinais avec mon handler qui, lui, venait me voir, puis oui, ça va être... Puis j'ai su par la suite, les boss de la GRC, un fraudeur, ça va être dur en cours, puis il sera pas bon, puis c'est ci, puis c'est ça. Ils me voulaient pas, puis ils avaient quelqu'un d'autre en tête. Finalement, c'est moi qui ai passé, mais tout ça, je le sais pas. Mais quand on s'assoit pour négocier, ils me disent, c'est 350, on est en 2004, puis... Fait que là, je leur dis, je regarde ça, je pense à mon affaire, je dis, non, moi, c'est 750 que je veux, puis revenez pas en bas de 600. Ils sont revenus 15 jours plus tard, puis autour de la table, 4 agents, les enregistreurs, qui est présent, tout ça, c'est formel, c'est bien fait. Puis là, ils disent, on a parlé, puis nos boss, tout ça, puis on arrête à 500, puis le gars, il me regarde et dit, si jamais tu signes à 500, c'est le plus gros contrat que je vais avoir signé dans ma carrière à GRC. Je me suis levé, je les ai regardés, puis j'ai dit, vous savez ce que je vous ai dit de ne pas revenir en bas de 600? C'est pas grave, je vais signer pareil. Ils ont poigné de quoi? Qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses pour 500 000? L'opération policière, de nos jours, la GRC, les gens ne se souviennent plus de ça a plus de 100 ans. Ça a déjà été les services secrets. Fait que c'est des opérations chirurgicales. Ils passent 2 ans. Ils investissent 5 à 15 millions. C'est pas grave. S'ils n'ont pas la preuve qu'ils veulent, ils mettent ça dans un petit tiroir, ça n'a jamais existé. On n'en parle pas. S'ils ont la preuve qu'ils veulent, ils passent 18 mois. Sur 2 ans, ils passent 18 mois à suivre les targets. C'est tous des targets. Il y a 21 targets dans l'opération Calvette. 21 targets, 21 accusés, 21 coupables. Ça a été une belle opération. Fait qu'ils les suivent, ils les écoutent, ils prennent de la filature, de l'écoute électronique et des caméras. Et ils se montent un dossier, ils savent où ils s'en vont. Et le dernier 6 mois, il rentre un informateur qui va valider toute la preuve qu'ils ont depuis 18 mois. Fait que moi, j'étais là pour... J'ai dû sortir une 12aine de fois, aller rencontrer Raymond. On se rencontre dans un safe house, ils mettent le micro, tu vas le rencontrer, puis tu lui demandes « Ça a-tu bien été l'an passé? » Des petites questions niaiseuses, puis tu le laisses parler. Le micro, ça enregistre, puis lui, ben, il cloue son cercueil. Fait que t'as pas besoin de le cuisiner tant que ça. C'est Nope. des questions ouvertes. Oui. Qu'eux savent déjà sur le sujet. Exact. Toi, tu fais juste le lancer puis d'attendre. Exact. Suis-tu un training pour ça? Donnes-tu une formation? Ou... Ah, je pense que j'ai passé 4 ans à l'Institut. Non, rien. C'est vraiment juste, on t'explique comment ça marche, c'est tout. Il n'y a pas de... Ça va avec tes capacités. T'étais-tu stressé quand ils te mettaient le micro et tu allais parler avec? Inconscient? À un moment donné, il a punché. J'ai parlé de quelqu'un, justement, qui s'en allait écœurer un des siens, le grand Jean de Timmins. J'ai dit, un tel m'a dit, il s'appelait Martin, il s'en va rencontrer, encore une fois, Sasquatch. Il s'en va à Toronto, il ramasse Sasquatch, puis ils s'en vont à Timmins pour essayer de tasser le grand Jean à Timmins. Puis là, il s'est mis à me pointer, puis le micro était juste là, puis il faisait. Il dit, là, tu vas aller leur dire que si jamais ils veulent pas se ramasser en 6 pieds sous terre, qu'ils lâchent mon chum à Timmins, c'est mon chum. Fait que là, c'est là que j'ai su que le grand Jean, c'était le chum à Raymond, puis il vendait pour Raymond à Timmins. Quand il s'est mis à frapper sur toi, là, t'es conscient que s'il le trouve, ça finira pas bien Et pour on toi? était dans le fin fond d'un entrepôt, loin, et puis le micro était pas un micro qui diffuse, c'était un micro juste interne. Fait que dehors, ils savent pas. On a, eux, ce qu'ils disent, c'est que t'as tant de minutes. Dans tant de minutes, t'es pas sorti, l'opération arrête, nous autres, on rentre, tu le gonnes, puis on te sort de là. OK, pendant que tu avais tes rencontres, eux autres, il y avait une équipe de gens Ah en oui, place. tu ne sors jamais tout seul. C'est gros, là. OK, fait que tu avais une certaine Sécurité. Mais s'il avait trouvé le micro, je ne sais pas s'il aurait eu le temps de rentrer. Il était-tu armé? Raymond, rarement. Il devait avoir un arme pas loin parce que l'entrepôt était gros. Mais il y avait 2 autres gars qui étaient là dans une autre pièce pendant qu'on jasait, que je sais c'est qui. Tu le considérais-tu ton ami? Je n'aime pas cette question-là, mais personne ne peut dire que Raymond, c'était pas son ami. Il était trop fin. Si tu étais loyal envers lui, ce que j'ai pas été à la fin, il te donnait tout. Il était... Mais t'aimes pas la question
Mais Parce qu'elle te dérange d'y répondre. exact. C'était-tu ton ami? Oui, je l'ai considéré. J'ai considéré que j'ai travaillé pour lui, plus qu'un ami. Je n'ai pas été souper. Je suis rentré une fois prendre un café chez eux parce qu'on avait affaire dans ce coin-là. Il habitait à Trois-Rivières. Fait que je suis rentré dans sa maison à Trois-Rivières un matin. Il dit, viens me voir. Puis là, on est parti de là. Mais j'ai jamais été souper avec. J'ai jamais été... Ben, tu avais quand même une relation privilégiée Oui. avec. Donc, oui ou non? Parce que là, tu me donnes... C'est C'était ton ami. compliqué, hein? Oui. Mais oui, je l'ai considéré comme un ami. Je l'ai considéré comme un bon gars. Je veux pas faire Je l'éloge. sais pourquoi. Tu sais, je comprends pourquoi, parce que tu sais où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ma prochaine question, c'est, on se sent comment quand on trahit un ami? Comme je te dis, j'imagine que je détourne la question en quelque part. On se sent comment? Je me suis jamais senti mal. J'ai mis un des plus grands criminels du Québec en prison. J'ai aidé, puis honnêtement, dans la preuve, j'ai 0,1 %. Je suis pas là. Oui, là. tu le rationalises, ça, je le Oui. comprends. Par Merci. contre, en même temps, ça, c'est la réponse correcte. Moi, j'essaie de comprendre, parce que ça se peut pas que tu n'aies pas eu une forme de cheminement à l'intérieur qui t'a fait réfléchir, parce qu'on s'entend que tu le sais qu'est-ce que lui l'attend. Tu sais que c'est toi qui vas contribuer à faire en sorte qu'ils vont être capables de le prendre. Il va y avoir une lourde sentence qui va aller dessus. Je comprends qu'il y a de l'argent. Ça s'appelle quand même une trahison. Tout à fait. Fait que c'est sûr que tu as dû vivre des sentiments internes. Puis c'est ça qui m'intéresse, j'essaie de comprendre. Parce que, au final, je le comprends, tu prends un bad guy, puis on l'a enlevé dans la rue. Mais ça reste que toi, pendant un certain temps, ce gars-là, ben, t'étais mon quand pain, même mon beurre. proche. Ouais, ouais. C'est, ouais, ton pain, ton beurre, puis quelqu'un, comme tu le dis, c'est un ami. Ouais. Puis j'y ai repensé. Je veux pas passer pour... Une fois que j'ai pris ma décision, c'était fini. Et non, oui, je l'ai trahi dans ce sens-là. Mais non, je m'en suis pas senti mal. J'ai pas eu de... Non, c'est peut-être moi qui ai mal fait, mais j'avais... Je dirais pas espoir de redevenir un homme honnête puis de redevenir un bon gars. J'avais pas cet espoir-là, mais comme je disais tantôt, j'aurais voulu faire autre chose dans la vie. Je me suis ramassé dans ces 12 années-là loin d'être malgré moi. J'étais conscient, je n'étais pas drogué, je l'ai fait, puis je l'ai relativement bien fait souvent. Mais là où l'élastique de la morale, lui, il va jusqu'à tuer, moi, il va jusqu'à voler. Fait que mon élastique me disait, je vais rester de mon bord. Fait que toi, tu t'es pas senti mal parce que c'est un criminel. Exact. Mais en même temps, toi aussi, t'étais un criminel. Exact. C'est juste que tu avais un élastique qui étirait moins que lui. Mais j'étais un criminel qui voulait plus être un criminel et qui aurait voulu passer à côté de ce chemin-là. Je regrette rien de ma vie, j'ai bien vécu, mais c'était pas ce que j'aurais voulu faire. Je viens d'une bonne famille. Le désespoir que tu lis dans les yeux de ta mère quand ta mère va avec ses amis, puis qu'est-ce qu'il fait votre fils? Qu'est-ce qu'il fait votre fils? Le mien est Elle était pas médecin, fière, là. le mien ici, le mien... Le tien, on n'en parle pas. Hein? Fait que, tu sais, ça, c'est le mononcle qui a fait de la prison, là, dans un party, là, il y en a, ça arrive, là. Ben, c'est ça. Mais en même temps, il aurait sûrement été possible de sortir de ce monde-là sans avoir à faire ça. Tu sais, tu l'as vu comme une Oui, porte oui, de oui. sortie parce que c'était la pas du gain. En Mais en quelque part, quelque oui. sorte, tu aurais pu décider de juste laisser ça là, Oh, oui. d'arrêter de tenir avec eux, d'aller te trouver une job, partir t'accompagner et faire d'autres choses. C'était quelque chose qui était possible aussi. Là. C'était possible, et encore plus, Raymond, il m'aurait passé un 100 000 partir. En plus, Oh oui, si ton idée est bonne, puis s'il croit en toi, puis il n'y a pas les affaires de cinéma, puis tout ça, là, quand tu es dans ce monde-là, tu peux pas t'en sortir. Là. Un des meilleurs runners à Raymond, il est venu le voir un jour, il dit « Hey, Raymond, sais-tu combien tu m'as donné depuis le début? » « Non. 250, je l'ai pilé, puis j'arrête. » C'est tout. Il avait fait son 250 000, c'est tout ce qu'il voulait, puis Raymond, il dit « Ah ben tabarnak, j'en perds un bon. » Il dit « Tu veux pas continuer un petit peu encore? » « Non, moi j'arrête, j'ai fait mon argent, je m'étais bien... » Fait que Raymond, il n'y a pas de problème. Tu veux t'en aller, il n'y a pas de problème. tu sais, t'aurais pu faire ça. Oui. C'est pas ça que t'as choisi. L'opportunité, je pense que ça, c'est de l'opportunisme relativement mal placé, mais l'opportunité est arrivée. Je savais pas trop où je m'en allais, j'étais plus bien, là, j'étais dans une mauvaise... Et ils arrivent et ils disent « On va t'aider. »
Je pense que l'opportunisme, il est venu là. Ça se peut-tu que l'opportuniste, c'est je vais faire 500 000 piastres? Je pense que c'est ça. Bon, au travers, mais je vois ça. J'ai jamais recommis de crime. C'est fini, là. Non, Je suis c'est rendu- sûr que là, tu t'es donné un bon coup de pied dans le derrière pour Exact. changer ta vie. Là. Exact. On l'a compris. Mais ça reste que c'est pas une opportunité qui arrive à tout le monde. Non. T'avais Pas tout le monde qui est criminel non plus. Non plus. Puis t'avais la possibilité, possiblement, de le faire d'une autre manière. C'était plus payant de le faire là et t'avais pas de dette. Parce que d'aller voir Raymond, probablement, puis t'emprunter de l'argent, partir de ta business, ça vient avec une responsabilité. Il faut que tu la repayes. Oui, c'est sûr. Il faut pas que ta business plante. Exact. Parce que tu vas te ramasser finalement à y appartenir. C'est pas mal ça que je comprends comment ça doit fonctionner là-dedans. Là. C'est Raymond, c'est différent de bien d'autres. Là. Il y en a pardonné des 100 000, puis il y en a vu de l'argent perdre, puis un des gars qui dealait beaucoup, il était bien fort sur le casino. Raymond allait avec, il dit là, on va te barrer d'ici, là, puis là, je veux plus te remettre les pieds ici, là, on va oublier ce que tu me dois, mais remets plus les pieds ici. Mais le gars, il devait des 100 000, là, puis... Tu sais, on discute, puis ce que je ressens, c'est que t'as l'air à démontrer un grand respect pour Raymond. Oui. Puis en même temps, t'es le gars qui l'a mis en dedans. C'est quand même paradoxal. Oui, c'est très contradictoire. Oui. Le respect est pour l'homme qui aurait pu être dans le milieu des affaires. C'était un gentleman, c'est un gars qui te donne sa parole, c'est fini, il te la donne, tu l'as. Il a défendu un gars qui était une poubelle pendant longtemps, mais non, ce gars-là, il m'a servi, il a été fin, il a été bon pour moi. Je vais continuer de le défendre jusqu'à ce que ce gars-là témoigne contre lui en cours, dans une autre cour plus tard, une autre affaire. Ouais, mais au final, t'étais pas... tu respectais pas le gars pour ce qu'il aurait pu être. Tu respectais le gars quand même pour comment il faisait sa business. Même en étant criminel, il y avait un certain code de valeur qui faisait que tu respectais ça, parce que c'est ça, Quentin. La manière dont il agissait avec les gens, qui avait une approche qui était quand même assez respectueuse, parce que si tu veux sortir, tu vas sortir. Il peut même t'aider. Fait qu'il il tordait pas le bras à personne pour travailler pour lui. Là. C'est ça que je comprends. Non. Mais il ne travaille pas contre lui, par là. Par là, il tord plus que le bras. Mais c'est un peu tout le monde comme ça. Là. Tu sais, c'est juste que les conséquences avec lui sont différentes que si tu le fais dans une business de victime. Là. Exact. T'as-tu été témoin de choses? Des meurtres? Non. Des transactions? Non. Des transactions, oui. Là. J'ai collecté de l'argent, j'ai livré... Non, mais mettons des arrivages de stock. Il m'a demandé de faire un... Ça va être dans le prochain livre, mais j'en parle dans le premier. Un entrepôt à double mur. Puis c'était pour réceptionner 5 tonnes de hache. 5 tonnes? Oui. Et j'ai été chercher 500 kilos en Ontario. 500 kilos? Oui, ça je l'ai fait, puis c'est dans le cas. T'allais chercher ça avec un véhicule, un pick-up? Une fourgonnette louée. Je me suis rendu à un endroit sur une sortie juste un peu avant Toronto. J'ai donné les clés à quelqu'un qui est parti, il l'a rempli. Mais toi, l'argent, t'avais-tu l'argent? C'est pas comme dans les films, t'arrives là-bas? Non, l'argent et la drogue sont jamais à la même place. OK. Sauf si t'es cave. Si t'es cave, l'argent et la drogue, t'es à la même place, puis là, la police est morte de rire. Mais sinon, tu réceptionnes, tu payes après. Fait que toi, t'arrives là-bas, tu conduis la vanette, tu lui donnes les clés. Les autres partent? Comment ça se passe? Ils s'en vont avec la vanette, puis là, t'attends. Là, tu manges, t'es dans un casse-croûte, sur le bord de l'autoroute, t'attends. Tu lis, il n'y avait pas de... C'était en 2000, il y avait des cellulaires, mais il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de on n'écoutait rien, là. Tu lis le journal ou t'écoutes la TV. C'est ça. Puis t'attends, puis là, il revient, là, il me redonne les clés, puis là, je ramène ça à Montréal. Physiquement, est-ce que tu regardes ou pas du tout? Il y a des boîtes de linge par-dessus. OK. Sauf que ça sent. C'est du hache. Puis là, tu m'as dit qu'il voulait que tu fasses un 5 tonnes. Puis le 5 tonnes, c'est ce qui est arrivé. Il m'appelle. Moi, je ne savais pas. Raymond fonctionne en boîte, en case. Fais-moi ça. Il peut le demander à 3 personnes. Fais-moi un stage, fais-moi un stage, fais-moi un stage. Il arrive quelque chose un jour. On ne sait pas quoi, on ne sait pas quand, on ne sait rien. Il m'appelle un dimanche matin. On se rencontre aux Cheveux. C'est un endroit qui était à côté d'un salon de coiffure. C'est un petit restaurant. C'était le code aux Cheveux.
J'arrive là, il était détimé, il filait pas un bon coton. Il me donne le journal de Montréal, 5 tonnes saisies dans le port. C'est ça que j'allais chercher ce matin-là. Mais il avait été saisi, il avait été si donné. ça avait été cherché, c'est peut-être toi que ça serait fait poigner que 5 tonnes. Exact. Ces transactions-là, toi, t'es pas tant au courant que ça, c'est ça que je comprends. Non. Là. Non. Fait que t'es vraiment, là, dans la hiérarchie, t'es vraiment en bas, mais t'es quand même assez haut pour avoir accès à l'information qui permet à GRC de ramasser des preuves pour le ramasser. Exact. Et on est en 2000. Lui, de 92 à 2000, il est en prison. Il a fait 5 ans à Partenay, 92 à 97. Ça lui a coûté, les 7 ans qu'il est parti, 8, ça lui a coûté 6 millions en cash d'avocat. En avocat? En avocat et en frais, il paye pour tout. Le jour qu'il est sorti de prison, fin 99, début 2000, il a pris toute sa famille, 35 personnes, il est allé à Cuba. Il a payé pour tout le monde. T'as pas encore cassé. Et la RAIDF, qui a fait le char, il aurait calé, moi je l'avais entendu, 6 millions. Pour fabriquer la fameuse voiture qui était au salon de l'auto en 90. Qui en a fait 4 exemplaires. De tests, de créer un garage. Existe-tu encore, cette auto-là? Je ne sais pas s'il en reste un modèle complet. J'ai une photo dans le livre. Je ne sais pas il doit, parce qu'il y en avait vendu une. Il y en a eu 3 de fêtes finales complètes vendues, que je pense. Vendues, je ne sais pas, là, mais une vendue, puis 2 autres, je ne sais pas s'ils sont allés au client final ou s'ils sont restés quelque part, s'ils ont été saisis. Il se fait arrêter à ce moment-là. Fait que ça a arrêté avec son arrestation. Fait que même quand il est en dedans, le cash continuait de rentrer. Là. C'est ça que je comprends. Les premières années surtout, parce que c'est une business qui roule. Là. Les fournisseurs sont habitués, tout ça. Puis il y a ces hommes dehors. Puis ce que j'avais commencé à dire, c'est qu'on est en 2000 et en 92, c'est le dernier chapitre de ce livre-là que j'appelle Annus Horribilis, l'année horrible. Lui, selon des dires, il payait le directeur des enquêtes des stupéfiants, la GRC. Je l'appelle Conrad sans regret, mais c'est les 2 premières initiales, puis c'est facile. Tu fais suicider dans son bureau avec son arme de service à Ottawa, 22 décembre 92. Raymond se fait arrêter en mars 92. En décembre, l'agent, il allait être squeezé, puis il travaillait pour eux autres depuis des années. Il y a du monde qui parle de 10 millions par année. Moi, j'y crois pas qu'il recevait 200 000 par semaine, mais ça a été écrit dans un dossier de la GRC. Là. C'est ce qu'il recevait. 200 000 $ par semaine. Oui, pour donner de l'information. C'était le boss des enquêtes des stupéfiants. À ce moment-là, ce que j'allais dire, c'est que il était le boss, il y avait le boss des enquêtes, il n'y a personne qui pouvait détrôner, puis il y avait une armée en arrière de lui. Tout le monde l'aimait, le suivait. Les familles étaient toutes heureuses. C'était la meilleure drogue qu'il y a eu à Montréal. Quand il revient en 2000, là, 3/4 de ces gars sont plus vieux, ça ne leur tente plus, sont ailleurs. J'étais quasiment son meilleur à ce moment-là, que j'étais pas au courant de tout, puis que j'étais pas le meilleur des meilleurs. Mais à ce moment-là, il y avait une équipe réduite, il y avait moins d'informations qui rentraient. Il était sur une fin annoncée, mais même lui, il ne le savait pas. Lui, il se relevait, puis il restait de l'argent, puis il était capable d'importer encore, mais quelqu'un qui analyse, moi qui ai pu analyser par la suite avec les informations de la GRC, il était sur un déclin déjà annoncé. Tantôt, tu parlais de preuves. Les preuves que tu as accumulées, savais-tu c'était quoi ou c'est eux autres qui déterminaient en fonction des enregistrements? Ils sont pires que Raymond. Ou Raymond, il a appris de la GRC ou la GRC a appris de lui. Ils m'ont jamais rien dit. Ils tu vas là, rien. tu poses telle question. Je n'avais pas d'idée de l'écoute qu'ils avaient avant, de choses. Ce qui a fait une grosse partie de l'enquête aussi, j'ai été voir des gens qui étaient proches de Raymond, avec d'autres questions. Puis eux autres, c'était plus facile de les faire parler. J'étais l'homme de confiance de Raymond. Fait qu'eux autres, ils me contaient toutes leurs affaires puis tout ça. Eux, ils parlaient plus. Raymond, il n'a jamais dit grand-chose. Il se laissait aller un petit peu, mais c'était toujours voilé, c'était jamais complet. Mais les autres, ils parlaient. Fait que toi, là, t'étais pas au courant de la stratégie d'enquête. Non. On t'envoyait là-bas, Mikey, pose telle et telle question, écoute, puis tu ramènes ça après. Fait que toi, tu passais dans un safe house à te faire manquer, t'allais chercher l'information, la cueillette d'informations, et tu retournais au safe house, remettre le micro. Débriefer. Débuffer. Écrire des notes. OK.
Les notes, ça consistait Calepin en de quoi? notes régulier de la GRC. La page est restée blanche, la page de gauche reste blanche, la page de droite. Il est 8 heures ce matin, je porte un pantalon noir, une chemise rouge, il fait beau, 28 degrés à Montréal. Toujours, ça commence toujours de la même façon. Ensuite de ça, je me rends à telle heure, j'ai l'appel pour me rendre au Safe House. Je me rends au Safe House, stratégie du jour, je dois aller faire ça. Ensuite, le debriefing. Les carnets de notes, j'en ai rempli 4. Ça, ils en ont besoin pour quand tu vas témoigner. C'est l'enfer. La couronne te dit, le plus simple dans la vie, c'est de ne jamais mentir. Tu t'en souviens pas, tu dis, je m'en souviens pas, peux-tu regarder mes notes? Tout est là. La question, c'était le 25. C'est écrit. Merci. À quel moment ils t'ont retiré de l'enquête? Le 4 septembre, les arrestations ont lieu le 8. De quelle année? 2004. OK. Pardon. L'opération Calvette, 2004. Le 8 septembre, c'est les arrestations. Le 4, ils m'arrêtent et ils me sortent. Ils m'envoient dans une autre ville, dans une autre province. Et 2 jours avant, j'avais ramassé pour Raymond, dans un appartement loué, 80 000 en cash que j'avais remis à la GRC. J'ai pensé ne pas le remettre. J'ai dit, personne ne sait que ça existe. Puis finalement, je l'ai remis. Et Raymond le savait que tu le ramassais? oui, c'est lui qui m'a envoyé. Puis il dit, va dans la chambre. Tu l'as pas ramené à lui, tu étais allé le porter à GRC. Exact. Et bien, il n'était pas en ville. Fait qu'il dit, nettoie. Parce que eux m'ont dit, il ne faut plus qu'il retourne là. Puis là, moi, j'ai été là. Je l'ai appelé, j'ai dit, je suis monté dans l'ascenseur, puis il y avait 2 gars, des souliers noirs en complet, là, louche. Fait que je suis monté, puis je suis sorti au mauvais étage pour pas montrer où ce que j'allais. Puis là, lui, il me dit, vide. Fait que lui, il soupçonnait que quelqu'un savait ce qui se passait dans l'appartement. Fait qu'il m'a dit vide. Eux voulaient plus que lui retourne là pour X raisons que je ne sais pas. Et une fois, j'étais dans l'appartement avec lui, puis sans rien dire, du bout du pied, il pointe la table de nuit à côté du lit. Puis en sortant, on est dans le passage, puis il dit si jamais je te dis, là, tu regarderas là. Fait que là, c'est où il avait pointé du doigt. J'ai levé la table de lit, puis il y avait 80 000 en bille de sang. Puis toi, tu t'es pogné ça? J'ai ramené ça à la GRC, mais là, pendant 2 jours, je lui ai dit qu'on n'était pas en même place. Lui, il avait confiance. Là. J'avais ramassé des centaines de mille puis que j'avais toujours redonné. Fait que c'est normal pour lui, 80 000 de plus, de moins. Fait que je ramasse ça. Fait que là, j'ai dit, ben là, je suis pas là. Là, on tombe le vendredi. J'ai dit, ben, j'ai mis ça dans le coffre de mon chum. Il y a une business, puis il voulait pas garder ça avec moi. C'est dans le coffre, il rouvre lundi. Fait que je m'étais donné 2 jours de plus. Puis là, eux savaient qu'ils allaient le ramasser bientôt. Puis ce moment-là est après l'arrestation d'un voilier avec 750 kilos qui lui appartenait en 2004. Et donc, depuis ce temps-là, depuis l'arrestation du voilier, où il y a des gens qui connaissaient son nom sur le voilier, lui était beaucoup plus paranoïaque. Puis là, ben, c'est là qu'ils t'ont retiré. Oui. Là, ça se passe quoi? Ils te font un entraînement, ils te préparent pour témoigner? Comment ça se passe? Ben, j'ai eu à témoigner parce qu'il y avait une cause à Québec de 2... c'est-tu des rock machines? 2 gars qui dealaient avec Raymond, de la coke, et ils s'étaient fait arrêter sur une autre opération, plus petite, et ils étaient toujours remis par la couronne. Ils étaient remis parce que j'étais témoin dans leur chose, mais tant que l'opération Calvette durait, ils ne pouvaient pas me faire témoigner. Fait qu'à ce moment-là, une fois que l'opération Calvette est finie, la première chose qu'ils font, ils donnent la preuve à Raymond. Ils disent, c'est lui, c'est 44, c'est lui ton homme. Fait que lui est au courant. Et là, je peux aller témoigner à Québec. À Québec, quand j'ai témoigné, il a fait venir ses avocats de Montréal pour voir comment je témoignais. Puis j'ai bien témoigné. L'entraînement, il n'est pas... c'est bien simple avec la GRC. Ne mens jamais. Dis toujours la vérité, tu ne te mêleras jamais. Quand tu ne sais pas, tu dis « je sais pas ». Merci, bonsoir. Tu ne t'étends pas, tu ne parles pas pendant les... Puis eux, ces 2 gars-là à Québec, ils avaient un avocat que je connaissais. Ça donne de même. Fait que, ce gars-là, il m'a amené, il pose une question, puis on était le 4 janvier. Fait que l'opération finit en septembre et la cause des gars de Québec passe en janvier. Puis là, il me dit allez-vous payer de la... C'était connu à ce moment-là que j'avais été payé, puis tout ça, par la GRC. Allez-vous payer vos impôts sur ce beau montant-là, monsieur?
J'ai dit, fais-le, toi. On est le 4. As-tu payé tes impôts, toi, le 4 janvier? Fait que j'avais répondu coqué un peu. Ses avocats avaient vu ça et ce que la GRC m'a dit, t'es impressionnés, ils iront pas. 21 arrestations, 21 coupables, 0 procès. Une des meilleures opérations de la GRC. Tu t'es senti comment quand ils t'ont dit qu'il avait été arrêté? C'est fini. La job est faite. Je regarde ailleurs. Je commence à penser à une autre vie. Je commence à penser à autre chose. J'étais pas ni content, ni malheureux. Bon, c'est fini. On fait quoi? Ils font quoi, justement? On t'emmène où après? Pour... Parce que là, tu as un montant, il y a une prime d'1 million sur ta tête. Oui, ça, je l'ai su 2 semaines après. Donc, ça t'a-tu rendu nerveux ou pas du tout? Pas en tout. Pas... Protégé par la GRC au départ. Ils n'en perdent pas des agents, c'est fini. Ils sont tight. 2, j'ai eu la chance d'avoir des bons parents. J'ai voyagé toute ma vie. J'ai 50 pays de fête. J'adore le Canada. C'est un excellent pays. J'adore le Québec. J'haïs la neige. Je savais que je vivrais ailleurs dans ma vie. Fait que tu vis dans le sud, là, où il n'y a pas de neige. Exact. Fait que là, ça Où il n'y a pas de neige, dans le sud, c'est un grand mot, là. En Europe. On va dire en Europe, c'est grand. Maintenant, il n'y en a plus de contrat sur toi. Il est mort. Ça serait dur à payer. Exact. Pourquoi tu portes encore un masque? Personne ne me connaît. J'ai connu peu de personnes. Personne ne peut me placer dans un restaurant, Présentement, je suis au Québec pour la promotion du livre, parce que j'ai des amis, parce que je me suis refait une vie, puis je suis ici pour encore quelques mois. C'est juste plus sécuritaire pour mes amis. C'est jamais pour moi. Moi, j'ai bien vécu mourir demain. Et qu'on voit ton vrai visage, ça changerait quoi tes amis? Si c'est des gens autour de moi, si c'est des gens... Je disais souvent, au début de l'opération, quand ça s'est terminé, je disais aux gens que je fréquentais encore avant de quitter le Canada, moi, j'aurais jamais de trouble. Il y a du monde qui, si vous dites à quelqu'un, je le connais, ce gars-là, puis il vient souper chez nous des fois, puis cette personne-là le dit à sa blonde, puis sa blonde, elle a un frère qui est elle ou proche d'elle, bien, elle va manger une claque, lui va manger une claque, ça va venir chez vous, puis là, tu vas ouvrir la porte, puis tu vas passer un très mauvais quart d'heure. Mais ça va arrêter là, parce que la GRC va être au courant à ce moment-là que c'est rendu là. Tandis que moi, ça ne se rendra pas à moi, mais c'est mes amis qui peuvent avoir « Ah, ben moi, je le connais bien, puis il vient souper chez nous. » C'est pas une chose à dire. Parce que, tu sais, quelque part, tu n'es plus sous la protection de la GRC. Peut-être. Ben, quand tu signes un contrat, c'est ad vitam aeternam. OK, explique-moi ça, là, exactement. Ben, quand Donc, tu signes un contrat, tu signes un contrat, puis eux autres, ils ont le... Je reçois encore des appels. Si je suis vu quelque part, ça m'est arrivé 2 fois en 20 ans, depuis 2004, ça fait 20 ans, 2 fois, quelqu'un t'a vu, déménage. Pas de déménage, là, pas de déménage de... J'étais à Montréal, j'étais de passage. Quelqu'un t'a reconnu à Montréal de ton ancienne vie, oui. Puis les autres l'ont su parce qu'ils continuent à ce moment-là, cette personne-là, il a pris le téléphone, il a appelé quelqu'un, soit qu'un délateur est allé leur dire, il y a quelqu'un qui l'a vu, soit que ils ont intercepté la conversation, puis 2 fois, ils m'ont appelé. Donc, techniquement, là, tu es encore en danger. C'est ça que tu me dis. Moi, je considère que non, mais j'aime ça protéger mes arrières, mes amis, les gens que je connais. Ben, en même temps, c'est un peu... tu considères que non, mais tu portes un masque. Donc, ça pourrait arriver. C'est une possibilité. Suite au livre, il reste 2 gars, il y en a qui sont décédés, il reste 2 gars que je ne voudrais pas croiser dans la rue demain matin, qui seraient vraiment amers, puis qui ont fait du temps avec Raymond à ce moment-là, et qu'eux, ils auraient la capacité, puis c'est pas pour le million, ce serait parce qu'ils maïssent. Et la façon que je parle de Mom Boucher, puis des Hells, puis tout ça... Les mondes est mort aussi, là. Oui, mais il reste son fils, il reste du monde. Et de la façon que... Je suis tout à fait conscient que dans l'entrevue, ça va être le snitch, le ci, le ça, puis moi, si je le vois, puis si je le vois, puis je le pogne, puis... c'est pas
c'est pas gagnant pour personne. Tu n'as pas mon adresse, tu n'as pas mon numéro de téléphone, je me suis présenté, on fait l'enregistrement, ils viendront pas te voir pour te dire « trouve-nous-les, écris-y », mais c'est jamais une impossibilité. Quelqu'un qui voudrait vraiment. Mais c'est plus pour l'argent. Sais-tu, justement, tu dis de te faire traiter de snitch ou qu'on dise... ça vient dans le game. C'est pas grave, ça. Ça te dérange pas? Pas en tout. Moi, j'ai fait quelque chose que je considère bien. Une bonne question. Est-ce que tu gagnerais pas en crédibilité? Parce que clairement, ce que tu recherches, c'est de faire la promotion de ton livre, d'avoir de la visibilité. En crédibilité, de le faire à visage ouvert, ça fait 20 ans de ça. Ce serait pas nécessairement en même temps une forme de protection que tu te donnerais parce que oui, je suis un auteur, effectivement. tu deviens un auteur, ça fait partie d'une autre vie. 20 ans plus tard, les gens qui restent, il n'en reste pas tant. Tu me parles de deux personnes qui sont encore vivants, qui sont probablement passés à d'autres choses. Tout à fait. Ils n'ont pas plus ton adresse parce que ton visage, et tu n'habites plus ici. Par contre, ça démontrait peut-être en même temps le fait que tu assumes tout ça. Le fait d'avoir un certain masque, c'est comme si on veut emmener... comme si tu essayais de garder un aura qui c'est encore présent, alors que tu es passé à d'autres choses. Tu l'écris, tu es en train de travailler sur un tome 2 de ton livre. Et un autre livre qui n'a pas aucun rapport à ça. Là. Idéalement, j'aurais pas écrit des choses comme ça. Ça avait été dans une autre vie. Mais effectivement, j'ai pensé, on me l'a pas encore demandé. Parce que personnellement, j'aurais aimé ça te rencontrer sans masque. Oui, tu as fait le parloir, tu as fait celui avec Victoria. Parce que moi, je parle avec, pas le criminel, je parle avec un auteur, que tu partages ton histoire à travers un livre que tu as écrit. Et le but, c'est d'en faire la promotion. Tu sais, puis là, ben, un peu à travers ce que tu me dis, les chances et les risques sont très minimes parce qu'il reste à peu près plus de monde de ce qui s'est passé. C'est peut-être le temps que l'auteur prenne la place. Ça va-tu avoir l'air arrangé si j'enlève mon masque? Ça n'aura pas l'air arrangé parce que ça ne l'est pas. Je pense juste que c'est l'inverse. Parce que ta vie ne se résume pas à ce que tu as fait puis qu'est-ce qui s'est passé avec Raymond. T'es rendu à un autre niveau, t'es rendu ailleurs. On est rendu maintenant... Moi, je parle avec l'auteur d'un livre, c'est de ça qu'on parle, de ton histoire, du livre que tu as écrit. Puis, honnêtement, je pense que tu gagnerais en notoriété et en crédibilité de le faire parce que tu te caches plus. T'es plus le criminel que t'étais. T'es rendu un auteur, t'es rendu un écrivain. T'as une histoire. Puis, je dis ça de même parce que je me pose la question, puis je suis très honnête, là. C'est pas stagé, comme tu viens de mentionner, là. On ne l'a pas mentionné, mais moi, j'aurais aimé ça. Parler avec le... Que tu me dises pas ton vrai nom, c'est pas grave. Mais d'avoir le visage découvert, ça démontre que tu assumes tout ce qui s'est passé réellement. On n'a pas fini, là? Non, on n'a pas fini. On y pense. Réfléchis à ça. Je peux l'enlever. On va y penser. Parle-moi de Raymond Boulanger. Oui. Pour être bien honnête, moi, je les mets ensemble. Ils se connaissaient? Ils travaillaient ensemble? Je vais te faire l'histoire complète. Elle va être un peu longue, mais moi, je les mets ensemble parce que... Juste avant que tu parles, Raymond Boulanger, là, c'est le fameux pilote... Le cowboy. Le cowboy qui... à Casey, 4000 kilos dans un avion. Lui, il allait chercher de la drogue chez Escobar. Exact. Et il a ramené ici. Exact. Pilote québécois qui s'est fait prendre. Il est décédé il n'y a pas si longtemps. Ils ont écrit un livre aussi dessus. Et il y a une entrevue de 4 épisodes à Crave, le cowboy, ou Raymond Boulanger, le cowboy, ou quelque chose comme ça, qui est excellente, et où, dans le dernier épisode, il mentionne pendant une petite minute, quand il est rentré à Donnacona, le gang de l'Ouest, ils ont ouvert les portes puis ils l'ont aidé parce qu'il lui avait rendu bien des services dans le temps. Ça, c'est sa phrase qu'il donne. Dernier épisode, il mentionne jamais Raymond, il mentionne jamais rien. Moi, oui, vas-y. Vas-y, là, c'est là que je veux connaître l'histoire. Bon. J'avais un chum qui s'appelait Raymond. Dans ce temps-là, tout le monde s'appelait Raymond. Raymond Bouchard à Québec. Raymond Lirette. La famille Lirette vendait de la coke à Québec. Je les connaissais. Puis Raymond Lirette, le père, lui, il a connu, il avait le T-shirt de la Ray Def, il a connu Raymond, il a vendu pour Raymond pendant longtemps. Et lui m'a dit, une fois, on jasait,
Ah oui, Boulanger, c'est le pilote à Raymond. Point. J'ai pas de preuves, je l'ai jamais vu. En 2002, dans l'épisode de Raymond Boulanger, il va avoir sa libération conditionnelle, puis il mentionne, si j'avais pas eu ma libération, je m'en allais. Prochaine visite, sortie, escorté ou pas escorté, je sautais d'un avion puis je m'en allais. Au début de cette année-là, Raymond m'a demandé, va-t'en au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse, trouve-moi un avion capable de faire 5000 km, on va l'acheter. Après quelques semaines, quand j'avais commencé à fouiller puis à en trouver, il dit non, laisse faire, pour l'instant, on abandonne. Dans ma tête à moi, là, s'il se fait dire non aux libérations en septembre, prochaine visite, c'est octobre-novembre, un mois après, il le laisse sortir parce qu'il y avait déjà des sorties avec ou sans escorte. Il sautait dans l'avion puis s'en allait. Il avait dit qu'il y avait une blonde en Colombie. Fait que c'est ça qu'il préparait. Là. D'après moi, oui. Et d'après moi, c'est Raymond qui payait l'avion. Si tu as été fin avec Raymond, il n'y en a pas de problème. Et s'ils ont fait des millions ensemble. Daniel Renaud, que je respecte beaucoup, excellent journaliste à la presse, je le rencontre. Il a été avec Raymond Boulanger sur la production des 4 épisodes du documentaire sur Raymond Boulanger. Raymond Boulanger est tombé malade, comme Raymond Desfossés, presque le même âge, 73. Et il me dit, Daniel Renaud me dit, 2 semaines avant qu'il décède, mais il ne savait pas qu'il allait décéder dans 2 semaines, mais il était déjà très faible à l'hôpital. Puis, à ce moment-là, le livre sortait où je lui avais parlé, puis moi, je lui disais que je les mettais ensemble. Il me dit, j'y ai demandé, puis il m'a répondu, je l'ai connu, mais je n'ai jamais rien fait avec. Lui est convaincu de ça, avec raison. J'en ai parlé à un autre journaliste qui est un ami, André Cédillo, puis il me dit, tous les deux, vous avez la même chose, mais vous n'avez aucune preuve, ni l'un ni l'autre. Mais entre toi puis moi, là, tu fais des dizaines de millions de dollars avec un de tes chums. Vous êtes 2 criminels. C'est à la fin de ta vie, tu vas mourir. Puis là, il y a un gars que tu as connu pendant 6 mois, 1 an, qui t'a aidé à faire un documentaire, qui n'est pas vraiment ton chum, puis qui te demande de donner le gars avec qui tu as fait le plus d'argent, que tu as eu du fun, qui a été ton grand chum, puis qui a été un criminel comme toi, puis que personne ne l'a jamais su. Tu l'amènes-tu dans ta tombe ou tu lui dis « Oh, ouais, dans le fond, je l'ai connu. » Je sais pas. Honnêtement, moi, j'ai pas de preuves, mais je les mets ensemble parce que tout concorde. Il a fait, dans une entrevue qu'il vient de donner, que je viens de découvrir, que le Cowboy avait donné à un YouTuber, il a fait des 8000 kilos en avion. C'est lui-même qui le dit. Lui, il a travaillé pour le CIA, il a travaillé aux États-Unis avec tous ces pilotes-là dans les contrastes. Mais après ça, après les années, et c'est ce que moi j'écris dans le livre, est-ce que je romance? Je le sais pas, mais dans ma tête, c'est logique. Il a été le pilote de Raymond. Dans ma tête, moi, c'est clair et c'est sûr. Et ça vient de Raymond Lirette qui me dit, ben oui, c'est le pilote à Raymond. Donc, dans ma tête, c'est clair. Il resterait un gars, je suis à peu près sûr que lui, il sait la vérité, ou... c'est qui? BF. BF, il le sait, c'est sûr. Puis il est encore vivant. Il y a aussi la dame de M. Raymond, sa femme, mais on ne lui demandera pas. Ton livre, c'est quoi le pourcentage de réalité, fiction? 95 %. Je dis 90 tout le temps. L'avant-dernier chapitre, je bâtis une histoire rocambolesque sur un fait réel. Mais on sait que le fait, il est là. Le directeur des escouades de stupéfiants est allé rencontrer au Portugal le plus gros dealer de hashish du Liban, Samir Rabat. On sait qu'il est allé là. Dans ma tête, j'écris le livre, puis je ne sais pas pourquoi il est allé là. Ça se peut pas que Raymond y ait demandé, ça se peut pas qu'il ait été faire un deal de dos. Il sait que s'il est vu par n'importe qui, sa carrière est finie. Je le sais pas. Je l'ai su après que le livre a été publié. Dans la prochaine version, je vais probablement modifier. Je suis en train de le traduire en anglais, puis à ce moment-là, je l'ai modifié. Aujourd'hui, j'ai su que c'est son boss au directeur des stupéfiants. Il y avait un boss, le commissionnaire de la GRC, qui a dit « Tu vas aller rencontrer ce gars-là, il nous parle. » Fait que Samir Rabat parlait à la police. C'est un Libanais qui vendait du... Et
Depuis ce temps-là que ça me trotte dans la tête, les 5 tonnes qui ont été saisies en 2002, est-ce que c'est Samir Rabat qui les a données, qui les a envoyées, qui a été payé puis qui les a données à la police? Moi, ça me trotte dans la tête et ce ne serait pas illogique. Vas-tu nommer Raymond dans le tome 2? Oui, oui. Il est décédé. J'ai eu beaucoup de retours. Je donne une adresse email qui est sécuritaire. Et j'ai eu une personne qui est dans la famille éloignée de Raymond qui a écrit « Ça reste un bel hommage et tu lui rends hommage à l'homme qu'il était. Nous, c'est comme ça qu'on l'a connu. Le gentleman, mais c'était son surnom. Tout le monde le savait. Il mord fort, puis il va tuer s'il faut, mais il te donne sa parole, c'est fini, tout est réglé. » Pourquoi c'est important? Parce que ça semble important pour toi de raconter l'histoire. Parce que personne ne le sait. C'est une partie de l'histoire criminelle du Québec. Tout le monde parle de Vito Rizzuto. Raymond Desfossés et Vito Rizzuto, même niveau, même gars. OK, c'est ça. Fait que Personne tu ne veux sait. qu'on le remette À sa ta place dans Exactement. l'histoire criminelle du Québec. C'est le seul but du livre, c'est je veux que l'histoire soit connue. C'est un grand homme du crime, mais personne n'en parle jamais. On est Vito Rizzuto, là, c'est gros, là. Pas plus gros que Raymond. Non? Les 5e plus gros importateurs en Amérique du Nord, c'est Alan Ross, c'est le gang de l'Ouest, puis Raymond, c'est le boss du gang de l'Ouest à la fin. C'est un petit Québécois de Trois-Rivières qui est le boss du gang de l'Ouest pendant les dernières années. Donc, il était aussi gros que Vito Rizzuto. Il se parlait. Un moment donné, j'ai eu en 2000, je vais dire 1 ou 2, là, je me souviens pas quel jour on a eu cette conversation-là, mais il se passait quelque chose avant que Vito, ou quand Vito est revenu, ou parce que lui aussi est allé, les deux ont été pris 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard pour un meurtre qu'ils avaient fait dans le passé, puis ils ont fait du temps. Vito aux États-Unis, Raymond aux États-Unis aussi. C'est 2 histoires parallèles qui se ressemblent. Ouais. Et un moment donné, je me souviens pas de quoi, mais il se revient, Raymond se revient, regarde, on va voir, Vito demande de sortir 1 million cash, toi, demain matin, tu vas voir ce qu'il va te répondre. Parce que lui, il savait qu'ils avaient des problèmes à ce moment-là. Il se connaissait. Par contre, si Vito appelait Raymond et disait « J'ai besoin d'1 million cash », il y aurait passé. C'était le même niveau, puis il saillissait pas, pas que je sache. Combien tu penses que ça rapportait à Raymond dans les plus belles années, le trafic? 88 à 92, c'est les 4 années de gloire de Raymond, je soupçonne, à peu près. On pourrait commencer à 86, mais 86, à Alan Ross, c'est encore très présent. Mais 8 à 12, c'est beaucoup Raymond qui est là. Pablo Escobar est mort en 93, il valait 30 milliards. Dooney Ryan était son principal exportateur, importateur. Dooney importait son principal client. Il y a des notes qui disent Dooney Ryan, quand il est mort en 84, valait entre 500 millions et 1 milliard. Il en rentrait. Là. C'était du vrai cash, là. Est-ce qu'il faisait 100 millions par année? Est-ce que... Autant d'argent que ça? Des 1000 kilos par semaine, là, c'est rentré souvent. Combien de kilos par semaine? 1000 de coke. 1000 kilos de coke par semaine. Ça repartait aux États-Unis. Il rentrait pour redistribuer. Parce que ça rentrait ici pour repartir aux États-Unis. La coke partait de Colombie, Pérou et ailleurs, rentrait massivement à Miami, New York. Mais une grosse part passait par Montréal parce qu'on contrôlait le port et que c'était beaucoup moins surveillé. Les Américains n'étaient pas ici. Les sentences étaient plus petites. Fait que pendant des années, il y a une grosse part, puis une fois que c'était rentré à Montréal, que c'était redistribué, ça retraversait aux États-Unis. Détroit, New York, ça remontait jusque-là, mais ça arrivait par en haut. Fait qu'il y a eu des 1000 kilos régulièrement. Donc, lui, il était directement connecté avec le crime organisé aux États-Unis. Oui, par ses associés. Je ne sais pas si lui avait quelque chose... Personne ne sait ce que Raymond avait dans ses manches. Puis, était-tu connecté directement avec les Colombiens pour l'approvisionnement? Oh oui, quand il s'est sauvé pendant cette semaine, il était soit au Venezuela, soit en Colombie, j'ai jamais su. J'ai jamais pu retracer les appels ni rien. La GRC le sait peut-être. Moi, j'ai jamais su, mais il y avait un chum qui était dans l'opération. Je pense que c'était un Vénézuélien. Venezuela ou Colombie, il était caché là pendant cette semaine. Et il dealait-tu avec le cartel de Medellín, avec...
pourrais pas je soupçonne que oui, c'est parti de là. C'est ce que moi j'ai inscrit dans mon livre. Est-ce que ça peut être romancé, tout fit dans la logique de la chose. 75, 76, c'est Donnie Ryan, c'est Pablo Escobar qui est le plus gros, mais il y en a d'autres autour de lui. Quand Raymond Boulanger va chercher de la coke en Colombie, puis là, à ce moment-là, il s'approvisionne auprès d'Escobar. Oui. Mais ça, c'est pour la CIA. Le voyage... C'était pour la CIA, c'était pas pour Raymond, ça? Probablement que oui, mais moi, j'en ai pas de preuves. Quand tu me demandes 90 je vais te donner ce que j'ai des preuves. Mais le 4000 kilos qui est rentré en 92 à Casey, qui se fait arrêter, moi, je le mentionne et je suis sûr, ça vient des fournisseurs de Raymond. Raymond a donné son aval, mais c'est une affaire des Italiens avec le prince, Christian Deschaines. Il y a combien de choses d'histoire dans ton livre? Là? Parce que là, je comprends mieux comment il est structuré. Tu as des preuves pour environ combien de pourcents de ce que tu as 80... Je vais te dire 90, mais c'est 95, sauf que c'est romancé parce que je voulais pas un livre de journalistique où je suis obligé de dire la vérité contre-prouvée. Mais moi, j'étais là, j'ai entendu des conversations, je sais des choses. Fait que moi, je le sais, j'ai pas la preuve physique matérielle. Non, mais tu as été témoin, c'est ce que j'ai compris. Tu as été témoin des paroles, des choses qui sont dites. Exact. Physiquement, tu n'étais pas présent, mais on s'entend que si un ordre est donné, puis tu l'entends, puis qu'après ça, il se passe quelque chose, exact. 1 + 1 fait 2. Le Saint-Anne, il était à Raymond, c'était moi qui devais aller le chercher dans le port. Ça, c'est vrai, ça peut pas être ailleurs. S'il y a eu ce Saint-Anne-là, le 4000 kilos, Raymond Boulanger, il dit « J'ai déjà fait des 8000 ». C'était pas le plus gros avion qu'il avait fait dans sa vie, il a fait des 8000. Et il en a fait beaucoup. C'était pas son premier voyage, il s'est pas fait arrêter au premier voyage, Raymond Boulanger. C'était pas son premier rodéo, c'est pour ça qu'on l'appelle cowboy. Là. Exact. C'est toutes des choses logiques qui se suivent et qui vont avec l'argent qui a été dépensé. 6 millions en frais d'avocat, 6 millions dans la RAIDF. Faut que tu prennes ça quelque part, là. Faut qu'il en rentre en quelque part. C'est du cash, là. Puis j'imagine qu'il devait en dépenser ailleurs aussi. Là. Tout, il coûte cher. Tout, quelqu'un sort de prison, ça coûte 2 000, ça coûte 5 000, ça n'arrête pas, là. Tous les jours, 80 000, je pense que c'était son chiffre fétiche, parce que quand il s'est fait arrêter, en 2023, il y a une nouvelle opération contre Raymond Desfossés. Il l'arrête chez eux, il y a 77 000. Bon. Et 5 téléphones cryptés. Ce que je comprends pas, c'est comment ça qu'on le connaît pas puis qu'il a passé tant de temps sous les radars. Il y a eu des articles. Je lisais des livres sur la criminalité québécoise. Le monde... Mais c'est lui. Un des meilleurs exemples que j'ai pour prouver ce que je dis, Gérald Galland. Oui. Le plus gros tueur. 28 meurtres. Prouvé. C'est lui qui a tout dénoncé. Raymond Bouchard... puis Marcel Lemaire Demers de Québec. Ils ont participé, ils ont été dans des meurtres, ils ont fait des choses avec lui, ils ont donné des ordres et ils ont fait des choses avec lui. La police les amène en cour, 13 puis 14 ans de prison. Raymond Desfossés, il est encore en dedans du 13 ans qu'il a pogné en 2004. La police va cogner en 2009. Gérald Galland nous a tout dit. Ils mettent 16 des 28 meurtres sur le dos à Raymond. Il se défend, il se bat en cour, il plaide coupable à 6 ordres, 6 contrats donnés à Galland, pas plus. 20 ans. La plus grosse sentence après Galland, c'est Raymond qui l'a, 20 ans pour 6 ordres. Les autres, ils ont travaillé, ils sont débarrassés des corps, ils ont été dans les meurtres, 13. C'est qui le boss? Ça, c'est la plus grande preuve. Gérald Galland travaillait pour Raymond. Point. Dans le film, ils ont fait Galland, Confession, qui est un excellent film avec Luc Picard. J'ai bien aimé. Sobre. C'est un bien fait, sobre. Reggie. C'est Reggie le boss. C'est Raymond. C'était Raymond. Oui. Galland, l'as-tu rencontré? Non, jamais. Personne ne l'a rencontré. C'est un petit particulier inconnu. J'ai jamais eu affaire à... T'as-tu été témoin d'un ordre, d'une commande? Non plus? Non. De meurtre? Non. J'étais loin de ça. Moi, je faisais des papiers, je faisais des petites choses. Là. Il m'a dit que si le fameux Martin puis continuait d'aller déranger, il ne serait pas heureux, ces gens-là. Fait que j'avais passé le message et c'est là, ça a été un des meilleurs enregistrements. J'ai été voir Martin avec sa gang. Martin?
un des gars qui s'en allait essayer, avec Sasquatch, essayer de déplacer le grand Jean de Timmins. Et j'ai été le voir, puis il était avec deux de ses chums, puis je m'assois, puis je suis chez eux, puis ils me connaissent. Puis à ce moment-là, je suis sur la fin de mon association avec Raymond. Beaucoup de gens commencent à savoir que je parle à Raymond, parce qu'au début, personne, ni mes chums, je faisais de la gaffe encore avec eux autres, tout ça. J'ai jamais dit à personne que j'étais le gars qui aidait Raymond, que je travaillais pour lui, j'allais dire le bras droit, mais c'est pas vrai, mais que j'étais proche de Raymond comme ça. Et là, ces gars-là, eux, le savaient. Fait que là, je suis allé leur dire, j'ai dit, non, le petit, là, il va vous tomber dans la face puis vous ne serez pas heureux, là. Lâchez le grand Jean de Timmins. Puis eux autres pensaient que les Hells allaient gagner. Ils étaient plus du bord des Hells puis tout ça. Mais à ce moment-là, déjà, Raymond, il négociait pour reprendre le contrôle de la distribution. Son voilier s'en venait, 750 kilos, il allait remettre les choses. Puis quand il y a un voilier de 750 kilos, c'est parce qu'il y a d'autres choses ailleurs en même temps. Mais on est dans les années 2000, il n'y a plus de conteneurs de 1000 kilos. Là. Les mathématiques sont plus fatigués, sont plus à même de se faire enquêter. C'est fini. La grande époque du gang de l'Ouest est finie en 92. Elle a duré jusqu'au retour de Raymond, mais il n'y a plus d'organisation. Les belles années étaient passées. C'est ça. Il n'y a plus d'organisation. Toi, dans ces années-là, tu gagnais combien d'argent environ? C'était-tu payant? Non, le salaire d'un gars qui travaille. Honnêtement, c'était pas... C'est quoi? Parce qu'il faut que tu mettes l'air. Moi, je sais pas c'est quoi le salaire d'un gars qui travaille dans la rue, dans ce milieu-là. Mes deux... Avec Raymond, là, 99, 2000, 2001, puis je faisais des flips d'immobilier, puis je faisais d'autres choses. Là. Je pouvais faire un couple de 100 000 par année, mais pas... C'est quand même la belle argent. Oui, mais c'est les meilleurs. Là, je parle des meilleurs. Avant ça, là, j'ai fait des années de 94. J'ai fait de la prison, des 4 mois, des 8 mois, des petites sentences, mais quand même. Et la misère à faire 30 000 dans une année, là, tu manges pas gros. Là. C'est pas toujours payant quand ils disent que le crime paye. Ça paye les boss. Mais le reste, là, tu brasses de l'argent. Mais il t'en reste pas dans tes poches, là. C'est pas vrai. Et quand tu te fais arrêter, ben là, ça vient de sortir une coche à l'avocat. 500 000, ça dure-tu longtemps? C'est un sujet long et complexe, là, mais non. Par contre, je dépense pas. Je suis un petit gars qui dépense pas bien. J'ai pas de vice, j'ai pas de gambling, je vais au casino, j'aime ça, je mets un 40, un 50, puis c'est fini, puis je retourne dans 6 mois. Je prends pas de drogue ni rien. J'aime les belles choses. Je me suis payé des belles choses dans ma vie. Je voyage. J'ai une bonne voiture parce que je fais beaucoup de voitures quand je me promène puis je fais des grandes distances. Mais... Qu'est-ce que tu as comme voiture? Lexus. Quand même. Mais c'est fini. Là, puis il est vieux, il est usagé. C'est une bonne voiture. Puis c'est fait tough puis ça dure longtemps. Mais je suis pas un gros dépenseur. Fait en ce moment... Mais disons que non, ça ne dure pas. Arrête de travailler demain. L'entreprise Hugo Girard, là, t'es une vraie machine, là. Arrête, puis prends la pile qui est là, puis remets-en plus dedans. Ça va vite. Ça descend vite. Et surtout, comme je te vois aller, là, il y a du monde qui gravite autour. Il faut que tu continues. Tu parles-tu de lui, là? Ah, voilà. Les deux chiens. Hein? Ça mange? Lui, il coûte pas cher. Ton livre, là, c'était quoi l'objectif derrière ça? Au-delà de donner la place à Raymond, qui revient dans le monde criminel. Là? La grande honnêteté, là, je vais t'écouter. La grande honnêteté, c'est en partie un peu ma retraite, en quelque part. C'est de faire connaître l'histoire. C'est aussi la retraite, ce qui va venir avec. Pas la retraite financière, ça va aider, mais ma nouvelle carrière. Écrire, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça. Quand j'ai fait du cégep, je m'en allais vers ça. Parce qu'on est allé au même cégep. Exact. Cégep Sainte-Foy. Cégep Sainte-Foy. Et moi, 10 jours, et toi, tu l'as complété. Le but, c'est de faire autre chose. C'est de se faire connaître un peu pour l'écriture. C'est pas un grand œuvre littéraire. Le sujet le demande pas. Il y a des erreurs, c'est mon premier, je me répète. Parce que, faut le dire, tu te distribues toi-même. Là. Oui, je fais tout. C'est pas rien, là.
C'est l'ouvrage. Mais pour le deuxième, là, ça commence à voir. Là, j'ai signé des ententes, puis je vais peut-être avoir un éditeur, ce qui aiderait dans mon écriture et qui aiderait aussi dans le livre. Premièrement, merci de ta confiance. J'apprécie que tu te démasques dans mon podcast, c'est pas rien. J'ai regardé beaucoup de respect face à l'entreprise Hugo Girard, à l'homme Hugo Girard que tu es devenu, que tu as fait. Tu es un gars qui a travaillé. Tu as gagné ce que tu as. Je pense que c'est l'endroit pour le faire. Je travaille encore beaucoup. Énormément. Tu sais, pourquoi je mentionnais, si tu distribues toi-même, c'est pas rien. Tu t'autofinances. Tu fais une tournée, c'est clair, parce que tu veux faire la promotion, parce que l'objectif derrière ça, c'est de le faire connaître, de te faire connaître comme auteur, de que les vendre gens des lisent livres. parce que les gens l'aiment. C'est un page-turner que... Ben, le sujet est intéressant. Là. On s'en oui. cachera pas. Le sujet est hyper intéressant. J'ai hâte de le lire. Puis je trouve ça le fun parce qu'il y a une suite à ça. Puis ce que j'aime autour de l'histoire, c'est que, oui, il y a eu un avant, que tu es peut-être moins fier, que tes parents étaient surtout... Très déçus. Très déçus. Tes parents sont encore en vie? Non, décédés. Est-ce que tu penses que tes parents seraient fiers de voir où ce que tu es maintenant? Ben oui. Je suis fier que je sois sorti de ces années-là, que c'était des grands lecteurs, c'était des intellectuels. C'est sûr que par l'écriture, moi, je serais peut-être pas fier de quelques mots dans le livre, là, mais pour le reste, elle serait contente. T'as-tu eu la chance de les rencontrer? Étais-tu encore vivant quand t'es sorti de ce monde-là? Oui. Ça s'est passé comment? Ils étaient soulagés. Ils espéraient que la suite n'a pas été simple. J'ai quitté le Canada. Ça n'a pas été simple. Et comme on parlait, le 500 000, ça n'a pas été simple. Donc, ils ont vu que je vivaillais encore, que c'était pas réglé. C'est pas facile. J'avais pas écrit encore. J'avais pas... je décantais. J'étais sur une autre idée de gagner ma vie différemment, qu'il n'y a pas eu de suite, qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas... Quand tu commences à 45, en sachant pas où, avec pas d'études, c'était pas simple. C'est un gros défi, là. Oui. J'aurais dû écrire tout de suite. J'avais commencé à l'écrire. C'est pour ça qu'il y a 2 parties. Il est écrit en 2 parties. La suite va être une seule partie. C'est pour ça qu'il y a 500 pages. Il y a 2 livres dans celui-là. C'est une trilogie. Fait que Dooney Ryan, Raymond Desfossés, puis ensuite l'arrestation et Calvette. Donc, je l'ai commencé 2 ans après l'opération. J'ai commencé à écrire, puis la première partie est pas mal écrite dans ce temps-là. La deuxième est supérieure parce que j'ai mis du temps à m'y remettre. Et quand je l'ai écrit, j'avais suivi des petits cours. J'avais peaufiné mon écriture. Donc, la deuxième partie est l'ensemble de l'œuvre. Quand quelqu'un finit la dernière page, wow! Au début, tu peux te dire, non, là, il s'en va. Puis mais sur la fin vient rattraper l'ensemble. Mais... J'aurais dû commencer à ce moment-là, si j'avais sorti cette histoire-là pendant qu'il était encore en prison, c'était une autre chose. Là. Il y aurait eu d'autres choses. Maintenant, il est décédé. Mais ça reste un hommage pour les gens qui l'ont connu. En même temps, c'est peut-être pas une mauvaise chose que ça soit tous fini, parce que tu peux passer vraiment à d'autres choses. Là. Oui, tout à fait. T'as-tu signé avec une maison d'édition? Non, pas encore. T'es en négociation? Non. Oui, mais de loin. Là. Il n'y a pas de rien de... T'as-tu envoyé ton livre à certaines maisons? Oui, mais le premier est au départ. Puis, je reste encore... Il y a une maison qui s'est attardée à, et finalement, c'est des entreprises. Fait que j'ai parlé avec quelqu'un avec qui je m'adonnais bien, puis je vais donner ça au directeur de l'autre bord, puis lui, puis moi, ça n'a pas marché, fait que ça a fini là. Là, j'ai signé, il va y avoir un documentaire. Il y a des choses qui s'en viennent. Le documentaire, c'est pas ça va aider cané, ton livre. Ça va aider ton livre. C'est ça. Fait que, l'ensemble de l'œuvre. Et quand le deuxième va être sorti, là, on va regarder pour une fiction.
Le documentaire, c'est une chose, mais une fiction. Ils ont fait Gérald Galland, je vois pas pourquoi il ferait Oui, pas. ça serait Le une plus suite grand à ça. criminel du Québec. Là. T'as-tu... parce que j'ai vu que tu connaissais certains journalistes. Leur as-tu envoyé un livre pour qu'ils le lisent? Oui. Ben, André Cédillo, il signe la préface, donc il l'a lu. Daniel Renaud? Daniel Renaud, il l'a... oui, je lui en ai dédicacé une copie et tout ça. Il l'a lu. Il m'a dit... C'est pas dans mon mandat ni dans mes... Je ne fais pas de critique de livres et avec tout le respect. Il dit, je l'ai aimé, c'est bien. Dans un article, quand Raymond est décédé, il dit, n'oubliez pas le livre qui est excellent de... Ah, il l'a quand une même mentionné. ligne. C'est quand même bien. Oui. Fait que, pas de... C'est des démarches. C'est comme tu sais, là, c'est du travail, c'est des démarches. Il faut que tu tombes au bon moment où la personne. Ah, tiens, oui, bonne idée. Et il faut que les gens en entendent parler, il faut que les gens le voient. Je suis pas dans beaucoup de librairies. Là, en ce moment, j'épuise la première impression que j'ai faite. Fait que là, il n'y en a plus dans les librairies. Si on veut se le procurer, justement, on fait quoi? Amazon, c'est le plus simple. Ils me rendent un bon service. Il y a bouquinbec.ca. Comment il s'appelle? Passe-moi là, on va le montrer. A1 l'invisible. A1 l'invisible, écrit par C44. Super intéressant. Écoute, sur un côté plus humain, as-tu l'impression que le processus que tu fais présentement, on écrit un livre, c'est toi-même qui fait la distribution? Tantôt, tu as parlé que quand tu es allé au cégep, ça a duré une semaine. Tu sais, l'école de la vie te ramène à faire tes classes à une autre époque, d'une autre manière. Exact. Mais cette fois-ci, en suivant le droit chemin. Le droit chemin, et tu ne passes pas à côté du travail. Il y a du travail à faire pour réussir. Ça prend du travail. Tu vois, ça, j'aime ça parce que c'est ce que je dis tout le temps. Dans la vie, il n'y en a pas de passe-droit. Non. Les chemins faciles, les petits coups vite, il y a un prix pour tout. Ça dure pas. Ça dure pas. Le travail, lui, il reste. Oui. Un gros merci. Merci de ta confiance. Merci d'avoir pris le temps. Ça a été un plaisir. Ça a été Merci une de belle m'avoir rencontre. invité. Ça a été. Si t'en as un pour moi, Oui. tu vas me Je te l'autographier. signe ça, Oui. c'est sûr. J'ai Belle hâte de le dédicace. lire. Vraiment intéressant. C'est le genre de sujet que je connais pas. Tu as parlé de gens qu'on connaît. Puis effectivement, on le connaît pas. Puis j'ai vraiment hâte de le lire pour apprendre à mieux connaître toute cette histoire-là. On aurait pu parler du côté policier. Moi, je pense que Daguerre, Fadi Daguerre, il fait du bon travail. Ça va porter fruit lui aussi. Il met le travail, puis ça va être des années, mais ça va Le porter chef fruit. de police de la Ville de Montréal, Ouais. présentement. D'après moi, comme policier, toi, tu vois ça comment? Écoute, On avait fini, là, mais... Je suis un peu déconnecté du milieu parce que je suis plus ça. Comme à l'époque, je suis peu impliqué. Moi, de la manière que je le vois, c'est pas tant policier. Je vois ça en tant que société. On fait face à des défis en tant que société où ce que tout revient à des valeurs. Tu sais, tu en as parlé tantôt, parce que c'était un bon exemple, tu sais, de faire l'argent vite, le coup vite. Maintenant, on a des outils qu'on n'avait pas à notre époque, les réseaux sociaux. Donc, c'est facile de faire des sous en n'ayant pas nécessairement beaucoup de talent, en n'ayant pas nécessairement à vraiment travailler, puis en faisant la promotion que, malheureusement, je trouve que des fois, mais c'est Sur pas l'image. C'est exactement, puis c'est pas nécessairement basé sur du solide, tu comprends-tu? On vit beaucoup dans le paraître et non dans l'être, puis des fois, ça fait peur, puis je pense que c'est vraiment ça, les enjeux qu'on a à vivre maintenant. Puis en tant que policier, je l'ai fait à une époque que j'adore le métier de policier. Est-ce que je ferais le même choix maintenant en 2025? Pas certain. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font le travail, les agents de l'ordre, parce que tabarouette que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. L'image que les gens de la police, il y a quand même beaucoup de positifs, Oui. mais tu dis jamais avec des gens qui aiment voir la police, puis ça, ben, ça devient lourd. Je le dis souvent, je me répète, on n'appelle pas la police quand ça va bien, puis tu es toujours en train de dealer dans des situations qui sont négatives. Puis ça devient difficile à porter. Donc, ça fait partie du cheminement. On regarde la vie avec du positif puis de l'espoir. Fait que j'ai espoir que des histoires comme ça vont aider à changer les choses. T'es un peu un exemple de quelqu'un qui a repris sa vie en main.
t'en as bénéficié, puis t'as un cheminement, puis c'est ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu sais, moi, j'ai compris à un moment dans ma vie que finalement, t'es bien mal placé pour juger les autres. Exact. Parce que tu peux pas savoir comment quelqu'un y vit tant que t'as pas marché dans ses souliers. Exact. Un gros merci. Merci à toi. Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Microbrasserie Saint-Pancras. Ils font des produits exceptionnels. Goûtez-y, vous allez aimer ça. Distillerie Québec North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Vous vous entraînez, vous voulez des vêtements de qualité? La Brute. Essayez ça, vous allez l'adopter. Hugo Girard Nutrition, avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour ne pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Pinard Horticulture, vous avez besoin de plantes et de fleurs, allez voir, ils sont bien meilleurs que moi, je vous le dis. Merci de votre confiance, et merci d'être là, sans limite.